Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée. Charlotte, ça va? Ouais, jusqu'à présent en tout cas ça va. Bien. Donc je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin, de si bon matin, deuxième jour successif, c'est bien, ça m'entraîne. Pour vous parler donc d'un sujet passionnant, en tout cas moi qui me passionne, et il s'agit donc du sinus pilonidal. Je vous propose de commencer cette présentation, ce dissensus, par des mises en situation. Et voici donc la première. Vous receviez M. H en consultation il y a 25 ans et il se présente pour des fossettes asymptomatiques, comme vous pouvez le voir sur cette photographie. Vous décidez, comme conduite thérapeutique, de réaliser une abstention. Donc juste là, Charlotte et moi sommes d'accord puisqu'il s'agit des recommandations en vigueur. Il revient, 5 ans plus tard, il a 30 ans, il vit extrêmement mal sa trentaine, c'est compliqué. Et là, il a un premier épisode d'abcès en regard du sillon interfessier. Que décidez-vous à ce moment-là? Eh bien, de réaliser un drainage. En consultation, vous réalisez une incision d'abcès sous anesthésie locale. C'est également possible au bloc opératoire dans certaines situations. Là encore, le docteur Charlotte Favreau et moi-même sommes d'accord, puisqu'il s'agit des recommandations, et pour une fois, les recommandations aussi bien allemandes, américaines qu'italiennes sont d'accord là-dessus. C'est super, ça permet un soulagement immédiat des douleurs de votre patient, et ça aurait pu s'arrêter là, sauf que le risque de récidive n'est pas nul, puisqu'il est compris entre 15 et 40%. C'est donc ce qui se passe. Monsieur H vient vous voir 3 mois plus tard avec un abcès récidivant, un second épisode d'abcès. Cette fois-ci, vous décidez de lui proposer une technique chirurgicale avec pour objectif d'éradiquer la suppuration et de limiter le risque de récidive tout en ayant une cicatrisation acceptable et une reprise d'activité la plus rapide possible. C'est là qu'il existe un dissensus entre quelle est la meilleure technique à mettre en place entre la chirurgie dite classique ou old school ou le passé et la chirurgie dite moderne, mini-invasive qu'il faut à mon sens prioriser. Les recommandations sont là d'accord avec le fait que c'est très pas clair, très controversé et c'est pour ça qu'on est là avec Charlotte aujourd'hui. Alors, la chirurgie classique, voici mon point de vue, et encore ce smiley il est soft, mais les modérateurs m'ont demandé d'être tranquille, donc voilà, on va essayer. La chirurgie classique, pourquoi je n'y suis pas favorable? Parce que voilà, ça fait des plaies qui sont absolument énormes, hein, les images parlent d'elles-mêmes, source de douleur absolument insupportable, les soins infirmiers sont lourds, quotidiens, source de pleurs, de cris, de hurlements, de dépression, de tentatives de suicide, c'est vraiment terrible. Ça nécessite une cessation d'activité qui est prolongée, c'est des patients qui sont souvent jeunes, ce qui est un petit peu embêtant à mon sens. La durée de cicatrisation, elle est interminable quand ça cicatrise. Hein. Vous voyez ici une photographie d'un sinus pilonidal infecté, opéré par chirurgie ouverte, qui ne cicatrise pas au bout de 2 ans. Et les cicatrices donc, sont absolument monstrueuses quand on utilise une technique de fermeture qui a pour but justement d'accélérer la cicatrisation. Bref, tout ça, c'est source d'une rancœur immense vis-à-vis de son chirurgien, sensation que je ne supporte pas. Et pourtant, la chirurgie, l'exérèse à ciel ouvert est la technique la plus pratiquée par le docteur Favreau, mais ce n'est pas la seule, puisque c'est la technique la plus pratiquée dans le monde, comme nous l'ont dit les Italiens sur leur enquête qui a été faite à Vilnius, à l'ESCP. Alors pourquoi on fait ça ? Est-ce qu'il s'agit juste de barbarie? Non, hein, quand même pas. C'est une chirurgie qui fonctionne avec un taux de récidive à 5 à 10%, mais j'ai envie de dire heureusement, étant donné les séquelles et le coût, en tout cas la morbidité pour les patients. N'y a-t-il pas une alternative? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus gentil, simplifier les suites post-opératoires sans pour autant compromettre la guérison? Cette question, elle n'est pas nouvelle, hein, puisqu'elle s'est posée dès les années 60, date à partir de laquelle les techniques mini-invasives ont vu le jour. Donc, parmi les techniques mini-invasives les plus anciennes, on peut citer la phénolisation, la sinusotomie, la sinusectomie, ou encore l'injection de colle, qui sont pour la plupart des techniques abandonnées aujourd'hui au profit de techniques plus modernes avec de taux de succès plus élevés. C'est le cas notamment de l'utilisation du laser pour le traitement du sinus pilonidal infecté. L'objectif est donc d'obturer le sinus par une application radiale sur 360 degrés d'une énergie laser, après avoir bien sûr lavé la cavité de manière optimale. Le matériel utilisé est similaire à celui utilisé pour le traitement laser des fistules anales.
Est-ce efficace? Donc là, j'ai mis des animaux parce que je sais que le docteur Favreau aime beaucoup et c'est pour l'apaiser un petit peu. Alors, un peu d'études, sinon le professeur Maduri va me dire que je mets que des photos et que ce n'est pas très scientifique. Donc, est-ce que ça marche? Oui, hein. Le laser, ça marche. On voit dans cette revue systématique de la littérature qui a étudié quand même 971 patients, un taux de succès de 94%. Donc oui, le laser, ça fonctionne dans la prise en charge du sinus pilonidal infecté. Quelle est l'expérience française dans cette étude qui a analysé 111 patients avec un suivi moyen de 339 jours? Le taux de succès rapporté était de 78,4%, qui est un taux, à mon sens, un peu plus proche de la réalité. Les complications post-opératoires, il n'y en avait quasiment pas. Il s'agissait de saignements pour 2 patients qui ont été résolutifs après compression par un pansement compressif. L'avantage de cette technique, eh bien, c'est que c'est une technique qui est facile, avec une courbe d'apprentissage rapide, qui se réalise en 15 minutes, en ambulatoire pour la plupart des cas, sous rachis-anesthésie. Elle permet par ailleurs un retour aux activités extrêmement rapide, puisque dans cette étude, il était compris entre 3 et 5 jours. C'est une technique qui, par ailleurs, n'est pas douloureuse, puisque la plupart de nos patients ne nécessitaient pas de traitement antalgique, avec une EVA maximum post-opératoire de 2. Enfin, le taux de satisfaction est majeur, puisque 88% des patients étaient satisfaits. Il s'agissait là de 100% des patients qui bénéficiaient d'un succès de cette technique, mais également 50% des patients en échec de cette technique, qui, pour la plupart, demandaient une réitération de cette technique pour leur échec. Donc, si on compare maintenant le laser aux techniques classiques, qui est le vainqueur? Je pense que ces photos parlent d'elles-mêmes. Mais si on s'intéresse aux chiffres de cette étude, en termes de cicatrisation et de récurrence, finalement, les deux techniques sont plutôt similaires en termes d'efficacité et de récurrence. Par contre, là où les techniques mini-invasives ont, à mon sens, un grand intérêt, c'est dans le temps, encore une fois, opératoire, les complications post-opératoires qui sont faibles et un retour aux activités quotidiennes qui se fait bien plus rapidement. Donc finalement, les techniques mini-invasives et surtout donc, le laser ici, c'est une technique qui est simple, tout le monde peut le faire, rapide, 15 minutes, efficace, comme l'ont montré les études, qui présente l'avantage d'avoir peu de complications et une grande adhésion de la part des patients. Les détracteurs diront bien sûr que le coût est élevé, certes, mais alors ça c'est encore à relativiser, face à une chirurgie qui, à mon sens, est plutôt délabrante, qui nécessite des soins infirmiers quotidiens, coûteux, avec parfois des reprises opératoires et surtout une satisfaction des patients qui, à mon sens, est moindre. En synthèse, il existe donc aujourd'hui de nombreuses techniques mini-invasives disponibles, j'en ai développé qu'une mais il en existe d'autres, qui sont à mon sens une alternative à la chirurgie dite classique, qui présente comme avantage d'avoir des suites simples, peu de complications et qui permet une reprise rapide de l'activité. Elle remporte par ailleurs l'adhésion des patients et avec des résultats qui sont encourageants. Alors peut-être que les indications sont affinées, la sélection du patient, la sélection du sinus pilonidal, peut-être qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour améliorer le taux d'efficacité de cette technique. Les résultats sont bien sûr prometteurs, encourageants, mais à confirmer à long terme et à comparer avec les techniques plus classiques. Enfin, et là, le docteur Charlotte Favreau et moi sommes d'accord là-dessus, il faut prioriser les techniques que vous maîtrisez. Donc n'hésitez pas à venir vous former à de nouvelles techniques, notamment la technique laser qui est une technique facile, aussi bien à Saint-Joseph, là où a été réalisée l'étude, mais à Bordeaux également. Et dans tous les cas, il faut absolument prendre une décision partagée avec votre patient. Je vous remercie de votre attention.